Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et on parlera pas de Pokémon Go cette fois-ci, mais on va parler d'une conférence qui est extrêmement intéressante, qui est organisée par Gamma AR sur un des projets, peut-être de la décennie, sur le projet ITER. Lucas, avec moi, va vous parler pendant quelques temps sur ce projet pour voir comment la réalité augmentée peut intervenir dans un projet scientifique aussi poussé et à quel point on peut avoir cette technologie au bénéfice de des avancées scientifiques. Donc Lucas, c'est à vous. Bonjour tout le monde, donc on va commencer. Donc je suis Lucas Scherer, je travaille sur le projet ITER. Je travaille au sein de la cellule de synthèse où on gère les interfaces physiques entre les composants. Et également on a en charge la configuration de la maquette numérique. Et plus particulièrement, moi je suis en charge de la maquette 3D as-built et aussi des nouvelles technologies donc autour de la réalité étendue, donc réalité virtuelle et réalité augmentée dont on parle aujourd'hui. Alors je vais commencer par une première partie sur ITER. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de curieux sur ce projet, donc ce sera la première partie de la présentation et après je vous montrerai les applications qu'on a sur Gamma AR. Alors voilà, ça commence bien. Donc ITER, effectivement, donc c'est une grosse expérience scientifique dont le but c'est de prouver la faisabilité de l'énergie de fusion. On a 35 pays qui collaborent sur ce projet. Donc la fusion, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est ce qui se passe dans les étoiles, et notamment dans le Soleil, notre étoile. C'est une réaction qui a été découverte dans les années 1920-1930, et c'est la fusion d'atomes légers d'hydrogène. Donc c'est une réaction qui est assez puissante. Et dans le monde, on a commencé à y travailler dans les années 50 et de manière internationale et pacifique. Alors, la fusion sur Terre, qu'est-ce qu'on utilise ? Donc, les candidats comme noyau léger d'atomes, ce sont le deutérium et le tritium qu'on va faire fusionner dans un tokamak. Donc, un tokamak, c'est c'est un acronyme russe. Qui est en fait une chambre à vide de forme toroïdale, comme les beignets, les donuts. Et dans cette enceinte à vide, on va venir se faire fusionner ces atomes. Et donc sur Terre, les températures dans lesquelles on va amener le plasma et la fusion, c'est de l'ordre de 150 millions de degrés. Ce qui est en gros 10 fois plus que ce qui se passe sur le Soleil actuellement. Alors, la fusion, je vais commencer pour vous montrer ce que c'est la fission. Donc, dans les centrales nucléaires actuelles, toutes celles qu'on a sur le parc, donc 57 centrales, on fait de la fission. Donc, c'est-à-dire qu'on prend un atome d'uranium-235 qu'on vient casser et qui va donner de l'énergie. La fusion, c'est l'inverse. On va venir fusionner des atomes et qui, par cette fusion, va libérer énormément d'énergie, donc 4 fois plus en gros. Alors en parlant des combustibles, qu'est-ce qu'on utilise ? Donc on utilise du deutérium et du tritium, qui sont des isotopes d'hydrogène. Alors le tritium actuellement, c'est pas un isotope naturel, c'est plutôt un déchet radioactif, notamment de centrales nucléaires qui s'appellent des CANDU. Donc il y en a très peu sur Terre, mais on peut l'obtenir à partir du lithium. Donc le lithium, on le bombarde avec un neutron et ça crée du tritium et de l'hélium. Donc là, ce que je vous montre, c'est qu'effectivement, l'énergie, au final, elle est quasiment inépuisable, parce que là, vous voyez bien, une batterie d'un portable, comme celui qu'il y a ici, plus la moitié d'une baignoire d'eau, ça fait 200 000 kWh d'énergie. Donc c'est assez énorme. Alors ITER, comment ça marche ? Là, vous voyez, c'est une coupe de notre machine. Comme vous le voyez au centre, on a ce fameux tokamak, le donut, et on va créer un plasma à l'intérieur où donc c'est le quatrième état de la matière, donc c'est un gaz ionisé très chaud. On va venir se chauffer ce plasma de trois manières. Donc
Bon, au centre, vous voyez, il y a un énorme solénoïde, donc c'est comme un effet transformateur. Et également, on va avoir des chauffages par micro-ondes à l'extérieur. Et vu le volume de notre chambre à vide, on est obligé d'avoir des neutres, enfin des éléments neutres, des particules neutres qu'on va lancer à très forte puissance à l'intérieur. Et aussi important, là qu'on a en gras, c'est que comment on fait pour contenir cette température de 150 millions de degrés. Et en fait, le but, c'est le confinement magnétique. Donc on a des énormes aimants supraconducteurs qui vont permettre de tenir tout ce plasma au centre sans que ça vienne fondre toute la machine. Alors là, vous voyez, c'est un plasma. Donc ça, c'est une vidéo qui a été prise à Ouest. Bon, ça s'appelle Torsupra aussi. C'est un tokamak qu'il y a en France, au CEA à Cadarache, dans le sud de la France. Donc c'est juste à côté d'ITER. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne en vrai. Alors c'est une technologie qui est, là c'est noté intrinsèquement sûre, parce que donc, les conditions pour arriver à faire le plasma et à initier la fusion sont tellement dures que dès qu'on arrête, tout s'écroule. Il n'y a pas de réaction en chaîne comme dans les centrales de fission nucléaire, où c'est un neutron qui va faire une réaction en chaîne avec des noyaux qui se cassent. Et aussi en termes d'impact et de déchets radioactifs, on produit très peu, parce qu'en gros il y a 1 gramme de matière fissible dans le volume. Et en fait ça va être uniquement la machine qui va venir devenir radioactive. Et aussi les produits qui seront générés ont une vie courte comparée à ce qui se passe dans les réacteurs de fission nucléaire classiques. Là, c'est un petit peu pour vous montrer l'évolution des tokamaks au cours de l'histoire. Là, on en voit quelques-uns, notamment le CEA en 1957 et puis des plus récents, le JT60 et East en Chine. Et là, vous voyez aussi en bas à droite le Torsupra qui est devenu West. Donc c'est le tokamak qui a fait la vidéo que je vous ai montré juste avant. Et récemment, ils ont réussi à battre un record de tenue du plasma de 1337 secondes, donc ça fait 22 minutes. Donc, ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, dans l'optique de produire de l'électricité, on doit maintenir des pulses longs pour pouvoir générer de la chaleur et du coup de la vapeur pour faire tourner des turbines. Alors là, je vous présente brièvement ITER. Donc, je vous disais 35 pays. On s'est découpé en 7 entités, donc on appelle ça les agences domestiques. Donc la plus grosse, c'est évidemment l'Europe, qui détient 45% des fonds. Et là, vous voyez un petit peu une répartition des gens qui travaillent sur le projet. Et après, faut savoir que chaque pays participe à hauteur en gros de 10% par pays sur le budget global. Là, c'est pour vous montrer un petit peu que c'est un puzzle mécanique international. Parce que là, vous voyez tous les gros composants de la machine. Ils sont fabriqués par différents pays. Parce que les pays, en fait, ils participent en argent sonnant trébuchant, mais aussi en nature. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des composants. Et ils les livrent donc sur le chantier pour qu'ils soient montés ensemble. Là, je vais vous parler de quelques chiffres. Donc là, vous voyez la machine telle qu'elle est. Là, en fait, en gros, ça fait 30 mètres de haut, quasiment 30 mètres de large, de diamètre. On a, comme je vous disais, donc, un confinement magnétique avec des aimants supraconducteurs. On a 18 aimants toroïdaux qui sont, on voit en bleu sur l'image. On a 18 qui sont autour de la chambre à vide. On a aussi des aimants poloïdaux qui sont sur les côtés. Et ces éléments poloïdaux, ils sont tellement gros, donc de 200 à 400 tonnes et grands, parce que le plus grand, il fait 24 mètres de diamètre. Ils sont fabriqués sur site, parce qu'on ne peut pas les déplacer. Et la chambre à vide en elle-même, elle fait effectivement 8000 tonnes, et l'ensemble, c'est 23 000 tonnes. Quoi d'autre? Oui, donc effectivement, tous les éléments superconducteurs fonctionnent à moins 269 degrés, donc ce qui est un challenge technique pour les refroidir sur un tel volume. Et là aussi, en termes de champ magnétique, le plus puissant fait 11,8 Tesla, ce qui est quand même très fort, parce que je crois que le record, ça doit être 13 Tesla dans d'autres tokamaks. Et effectivement, ça fait 3 fois et demi la Tour Eiffel en termes de poids, ce
qui fait une grosse machine. Et donc là, en parlant de taille, c'est important. Là, je vous ai montré, donc là, tout à gauche, c'est Torse Supra West. Donc c'est là où la fameuse vidéo que je vous ai montrée. Et typiquement, on a Jet en Europe aussi, qui est un gros tokamak. Mais là, l'idée de ITER, c'est de dépasser une échelle, un facteur d'échelle, puisque là, vous voyez le Q là, que je montre en bas de la slide, c'est le ratio entre l'énergie qu'on met à l'intérieur pour chauffer et l'énergie qu'on récupère. Donc là, jusqu'à présent, il y a très très peu d'installations qui arrivent à faire plus, donc à un facteur supérieur à 1. Et là, nous, l'objectif sur ITER, c'est de faire un facteur 10. Donc typiquement, là, les chiffres, c'est 50 MW de chauffage en entrée et 500 MW en sortie, donc des watts thermiques. Et vraiment, la taille, c'est connu, les physiciens le connaissent, enfin, c'est vraiment la taille qui compte justement là-dedans. Alors là, c'est quelques photos pour vous montrer un petit peu l'avancement du chantier. Donc là, il y a une photo en 2014 où la plateforme était quasiment vide. Et là, en 2024, où on a quasiment 85% du génie civil qui est avancé. Donc en termes de l'aspect plante, là, bon, il y a quelques chiffres pour vous montrer. Alors je vous parlais de cryogénie pour refroidir les aimants là, à moins de 269 degrés. On a la plus grosse usine de cryogénie. Donc vous voyez 5000 tonnes d'équipement. Il y a 5,5 km de tuyauterie cryogénique. On a donc une capacité d'évacuation de chaleur à 1200 MW. Et bon, vous voyez 10 000 km de câbles, donc c'est assez énorme comme chantier. Bon, en comparaison aussi en termes de nombre de platines précellées, on en a 100 000, alors que si je fais la référence avec un EPR à Flamanville, ils en ont, je pense, 86 000. Donc vous voyez un petit peu la taille du chantier. Là, c'est pour vous montrer quelques petites images de la machine en elle-même et quelques dates. Donc le cryostat, qui est l'enveloppe de la machine, on a commencé à mettre les premiers composants en mai 2020. Et en avançant un petit peu dans la construction. Et donc c'était en 2022, oui, effectivement, on avait commencé à mettre le premier secteur. Donc un secteur, c'est une part de chambre à vide, il y en a 9, et deux aimants Torido. Et alors malheureusement, les aléas de la vie des chantiers, on a découvert des non-conformités. Alors dimensionnelles sur la chambre à vide, et aussi des problèmes de corrosion, alors la fameuse corrosion sous contrainte pour les tuyauteries des écrans thermiques. Bon, là c'est un petit peu une illustration de la corrosion sous contrainte sur les écrans thermiques. Les écrans thermiques, c'est donc pour protéger les aimants supraconducteurs qui sont à moins de 269 degrés. On a un écran thermique qui protège de l'air ambiant et aussi de la température de la machine en elle-même, et qui, elle, refroidit donc à moins 193 degrés. Et on a une tuyauterie où on vient refroidir, et malheureusement, on s'est rendu compte que il y avait une corrosion de ces tuyauteries, donc il a fallu tout remplacer. Parce que, évidemment, c'est un composant captif qui, dès qu'on a un défaut, on ne pourrait plus démonter la machine. Donc la décision a été prise de tout reprendre et de repartir proprement, on va dire. Et là, on a fait, là, on va repartir, et toutes les réparations ont été effectuées. Et le premier secteur dont je vous ai montré la photo juste avant, on va le remettre à sa position définitive là à mi-avril. Donc 2 à 3 ans de retard à cause de ces déviations, ces non-conformités. Ici, là, j'ai une petite vidéo qui vous montre donc en 3D un peu ce qui se passe. Donc en fait, vu la taille de la machine, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 outils de préassemblage dans un hall d'assemblage où on vient en fait habiller la chambre à vide de tous ses composants. Donc en jaune, le bouclier thermique, et en bleu, 2 bobines toroïdales. Donc ça fait quand même un petit paquet de 1350 tonnes qu'on vient lever avec le pont roulant. Donc ça, c'est une opération quand même délicate qui prend quelques jours. On vient le sortir de son outil de préassemblage. Et donc le pont roulant, il a une capacité de 1500 tonnes. Et on vient le déposer dans son emplacement. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la configuration actuelle ça s'appelle le puits biologique. Donc on a des morceaux du cryostat qu'on voit en blanc là, qui sont à l'intérieur du puits en béton.
On a une colonne centrale qui est temporaire pour l'assemblage et tous les composants captifs qui sont dessous. Donc, notamment en rose, un petit peu, on voit les bobines poloïdales et des bobines de correction en bleu. Et voilà, donc après, au fur et à mesure, on rajoute les 9 secteurs qu'on va venir souder entre eux et après, on continue l'assemblage du reste de la machine. Alors, un petit mot au niveau de la sûreté. Donc, je vous disais que c'est une installation nucléaire de base. Donc c'est suivi de près évidemment par l'ASN, donc c'est notamment aussi pour ça qu'on a fait les réparations pour garantir un maximum de sûreté. Et aussi, donc je le notais, je le disais en préambule, on a une installation intrinsèquement sûre et donc pas de prolifération ni de problèmes qu'on pourrait imaginer liés au nucléaire. Donc mon dernier slide sur le projet, donc ça c'est plutôt au niveau des coûts. Pour remettre un petit peu en perspective, là, c'est juste des ordres d'idées. Effectivement, l'Europe importe des produits, de l'énergie un petit peu fossile pour 350 milliards annuellement. Donc ça fait, je crois, par exemple, pour le pétrole, c'est 1 milliard par jour. Et donc ITER, là, vous voyez un petit peu la description des coûts. C'est quand même quelque chose qui va être dans un alentour de 25 milliards d'euros, mais du coup partagé par 35 pays. Et donc chaque pays récupère toute la propriété intellectuelle pour derrière faire ce qu'on appelle un projet qui s'appelle DEMO, pour en perspective de faire une vraie centrale qui va produire de l'électricité basée sur cette technologie. Alors maintenant on vient donc aux utilisations de réalité augmentée sur le chantier. Alors du coup la réalité augmentée, c'est, on va dire, c'est une extension de ce que nous on faisait en réalité virtuelle, parce que évidemment on est passé du mode design au mode chantier, et donc là une des clés qu'on avait sur ce projet-là lié à la réalité augmentée, c'est d'apporter en fait de l'aide aux équipes sur site pour qu'ils puissent suivre le chantier le mieux possible et à accélérer et augmenter la qualité sur site. Donc bien évidemment, on a fait plusieurs benchmarks, on a testé plusieurs technologies. Donc effectivement, là je mets une petite photo d'un HoloLens Microsoft, HoloLens 2, qui fonctionne très bien. Mais nous, donc, sur nos applications, notamment aller sur site pour les personnels qui font la surveillance des installations et le suivi de chantier, on trouvait ça pas vraiment utile, et puis assez compliqué. Et donc c'est là où on s'est orienté vers des solutions en fait type tablette et smartphone pour une meilleure acceptabilité sur site. Et donc c'est pour ça qu'on s'est orienté donc vers la solution Gamma Air, qui marche principalement sur tablette mais aussi sur n'importe quel support Android ou iOS. Et donc effectivement initialement on avait planifié de supporter à court terme donc la surveillance chantier, mais également on s'est rendu compte que les usages, on avait des équipes design qui allaient quotidiennement sur site avec donc le support numérique. N'importe quelle personne qui allait sur site aussi pouvait avoir donc le support numérique et pouvoir avoir tout un tas d'informations dans le creux de la main. Et aussi, on a des équipes de communication. Donc ça, c'est un truc que j'avais pas non plus prévu. C'est comme on est, donc c'est de l'argent public. On a beaucoup de gens qui viennent visiter. Et c'est vraiment un support incroyable parce que quand on se balade dans les galeries où on voit que c'est en cours de construction, on n'a pas la vue finale quand on se promène. Et effectivement, c'est un support assez intéressant pour ça aussi. Là, je fais brosser un petit peu comment on fonctionne au niveau de notre 3D. Donc nous, la maquette de référence, elle est surtout sur Katia, Enovia et Aveva. Et là, récemment, on a mis en place une plateforme pour avoir du format neutre. Donc on l'a fait sur donc le format Navisworks. Et ça nous a permis de pouvoir en fait déployer ces modèles 3D sur différentes plateformes. Et notamment là, sur tout ce qui me concerne, l'augmented reality et l'as-built, j'en vois donc sur Gamma Air et également chez nos copains Cintu, du coup, sur le modèle as-built. Alors, donc là, nous, ce qu'on a installé,
Pour l'instant, on a enrôlé 10 iPad Pro, parce qu'effectivement, c'est optimisé Gamma Air, l'application, là, sur iOS et notamment les iPad Pro, ou enfin les iPhone Pro, parce qu'il y a le LiDAR, bien entendu, qui permet que la localisation du modèle 3D sur la réalité fonctionne de manière plus fluide. Alors nous, techniquement, on a souscrit à un mode projet pour avoir des utilisateurs illimités, parce qu'en fait, le but, c'est que de nombreuses personnes aient accès à ce support numérique et à ces réalités augmentées. Donc là, on a encore du déploiement, donc je regarde un petit peu dans les détails pour voir si je peux notamment l'envoyer chez les sous-traitants, parce qu'après, on a des problématiques de contrat avec les maquettes qu'on leur a envoyées. Et donc là, via le portail ACC Autodesk, on envoie directement les modèles 3D dans le cloud. Et donc ça marche très bien. Et effectivement, je le note là, avant on avait quand même du papier, du 2D, on allait sur site, on prenait des notes, on imprimait des PowerPoint et on revenait au bureau et il fallait retrouver les photos qu'on avait prises sur les téléphones. Bon, tout le monde perdait du temps et effectivement avec cette application, on fluidifie la gestion des données, l'identification des composants sur site et on gagne tout du temps. Et notamment, bon, je l'ai brièvement passé, pardon, on a aussi les histoires d'issue et de format BCF qu'on peut récupérer dans la maquette 3D, donc c'est ce que je mettais sur l'aspect bureau à droite de la slide. Bon, là, quelques illustrations de ce qu'on fait sur site avec. Donc la supervision de l'installation sur site pour voir les conformités. Donc là, j'ai mis une petite photo sur du HVAC qu'on compare. On s'est rendu compte que aussi les designers pouvaient, à partir de la maquette 3D, lorsqu'ils avaient identifié des clashs en 3D, aller les voir sur site si c'était vraiment sur site, si on avait les mêmes clashs ou c'était déclashé. Donc là, on a vu ça en mettant des petites sphères, on peut aller les voir directement, parce qu'après se retrouver dans le réel, ça peut être un peu compliqué. On peut aller identifier des labels sur site à partir de la maquette 3D où on a directement le reference number et on peut le retrouver rapidement. Et je l'ai noté en dernier point, dès qu'on a un problème, on le prend en photo, on le documente et ça remonte directement sur les plateformes. Et ça, c'est un gain de temps pour toutes les personnes qui vont sur site. J'en viens avec, donc ça c'est ma dernière slide. Donc ça c'est un peu pour brosser en fait le retour d'expérience qu'on a depuis qu'on le déploie. Alors limitation et amélioration. Donc le premier point c'est que bon, l'équipe Gamma Air est extrêmement motivée, vraiment à l'écoute. Donc ça c'est comme partenaire c'est assez intéressant. Après donc l'outil est en constante évolution. Dans le bon sens du terme, c'est ce que je mets. On a vraiment une très bonne intégration avec la plateforme Autodesk. Donc c'est vraiment hyper fluide. Les gestions de transfert de données se font très rapidement. Au début, donc on n'avait pas forcément, notamment on avait tous les modèles 3D en rack et ils ont développé un truc qu'on attendait un petit peu. Donc c'était la fonctionnalité avec les dossiers qui est vraiment pratique quand nous on a beaucoup de données. Par niveau, c'est assez complexe, donc là, ça nous a un petit peu fluidifié l'accès aux données 3D. On a aussi la gestion dynamique du modèle sur la réalité qui s'améliore tout le temps, donc ça c'est un bon point, parce qu'effectivement, dans les environnements compliqués, et puis quand on s'aligne, on regarde au plafond, on a vite fait de faire partir le modèle 3D, c'est vrai que ça s'améliore de jour en jour. Il y a effectivement aussi les QR codes qui est un élément qui est assez intéressant pour faciliter en fait l'accès à cet outil. Donc non, je le note, on est toujours en phase de déploiement. Donc là, moi j'ai toute une mission d'évangélisation, d'accompagnement, parce qu'effectivement la clé c'est vraiment d'accompagner les utilisateurs sur site, parce qu'effectivement même si c'est une tablette, c'est un téléphone, tout le monde a l'habitude, mais bon, il faut pouvoir les accompagner pour faire la mise en place de l'alignement, savoir charger les bonnes données, parce que ça peut être un petit peu déroutant au début, mais au fur et à mesure, on les accompagne et donc ça rentre bien maintenant et les gens, ils reviennent vers moi, ils me demandent des tablettes, donc ça c'est un bon signe. Et donc là, il y a effectivement, donc je le note encore, l'amélioration du suivi dynamique. Donc là, ils ont recruté quelqu'un, j'ai compris, donc pour améliorer encore plus l'efficacité de la solution.
Et après, nous, en parallèle, on met des stratégies de notre part pour améliorer l'alignement, parce qu'effectivement, au début, on peut s'aligner soit sur du béton. Alors nous, on a de temps en temps des murs qui sont courbes, donc j'ai pas d'arête très précise pour aligner. Néanmoins, on peut s'aligner à un endroit, et après, moi derrière, on a dans notre maquette numérique toutes les platines pré-scellées qui ont été positionnées en position as-built. Donc on peut les charger et se référencer localement à ces composants 3D où on sait que nous, on les a mis à une précision de plus ou moins 5 mm. Parce qu'effectivement, le béton chez nous, c'est plus ou moins 20. Donc il faut arriver à gérer. Et là, je suis en train de mettre en place, on a des réflecteurs de métrologie, aussi, où on sait exactement précisément aussi la position. Et ça, je les implémente en 3D. Pareil, on a modélisé un disque en 3D. On le superpose et ça permet d'avoir aussi un autre élément tangible qui nous permet de nous réaligner proprement. Et du coup, en local, on est assez propre sur l'alignement et du coup assez serein pour faire nos comparaisons. Et là, on est en train de lancer aussi les QR codes qu'on doit positionner dans chaque pièce pour améliorer l'expérience utilisateur, pour vraiment que tout le monde l'utilise de manière à grande échelle. Voilà. Là, j'ai mis des petites gifs pour vous montrer la superposition au modèle réel et 3D. Voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je peux vous répondre avec plaisir. Merci. Lucas, c'est un super projet, c'est un projet titanesque qui nécessite beaucoup de compétences, la collaboration avec plusieurs pays. En quoi la réalité augmentée a permis la facilité d'une collaboration avec des compétences qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont à des niveaux de maturité totalement différentes. Comment vous avez pu gérer justement cette différence ? Là, c'est surtout aussi arriver à trouver les bons outils pour les intégrer et beaucoup d'accompagnement surtout, parce qu'effectivement, ce qu'on peut avoir en tête, c'est les gens sur site, ils sont vraiment habitués à avoir du concret et le bureau d'études est un peu éloigné et là, vraiment, on fait le lien avec et on leur donne des outils qui permettent d'aller plus vite sur site et de détecter beaucoup plus rapidement les problèmes. Vous avez parlé aussi de collaboration internationale. Est-ce que la réalité augmentée a permis de faciliter les échanges à l'international pour centraliser les données, par exemple ? Alors, nous, de base, l'ADN d'ITER, c'est international. Donc, effectivement, on coopère tous ensemble. Je veux dire, il y a des équipes multiculturelles partout. Là, vous avez vu, j'avais une slide pour montrer un petit peu le personnel et leur nationalité. Bon, je dirais que la réalité augmentée, ça n'a pas fait de lien plus que ça, mais du coup, ça fédère effectivement l'accès au numérique sur site, et qui est un facteur de gain de qualité sur site directement. Ouais. J'ai pas mal de questions, mais je pense que dans le public, il y en a plusieurs. Hop. Merci, bonjour. J'ai noté que vous disiez que vous étiez toujours un peu en phase de déploiement pour Gamma Air sur le projet. Et aujourd'hui, vous êtes à combien d'utilisateurs formés sur Gamma Air ? En fait, j'avais plusieurs questions, mais déjà celle-là, s'il vous plaît. Ok, alors pour l'instant, nous, Gamma Air, je pense qu'on l'a depuis l'été dernier. Ouais. Il a fallu mettre en place les process, avoir justement le lien à la gestion des données. Donc là, je vous ai montré la plateforme qui n'était pas encore complètement opérationnelle l'année dernière. Donc là, elle marche complètement depuis décembre dernier. Et il a fallu mettre en place déjà tout ça avant de déployer complètement. Nous, on a pris le parti d'avoir, je vous ai montré des iPads enrôlés. Donc en fait, moi, je mets à disposition les iPads chez les équipes. Donc en fait, pour l'instant, ils ont typiquement, je donne un iPad à une équipe de 10 en gros. Donc je pourrais pas vous dire le nombre unitaire d'utilisateurs, mais du coup on déploie ces 10 iPads et on compte en acheter d'autres pour le déployer sur le site. Ok. Et au niveau justement des QR codes qui vont permettre de se recaler dans différents locaux, est-ce que c'est quelque chose qui vous avez pris beaucoup de temps à faire, à placer ces QR ? Est-ce que c'est déjà tout déployé ou pas encore ? C'est important pour le recalage de... Alors, le QR code, en fait, il marche c'est un raccourci
de la mise en place du modèle 3D sur le réel. Et en fait, il faut le positionner à chaque pièce où ça fait sens. Alors nous, le problématique, c'est qu'on a beaucoup de coactivité, donc il faut arriver à trouver l'endroit où on va le mettre, faire en sorte que ça tienne, parce que du coup, c'est un chantier, les gens ils peuvent arracher les QR codes, donc c'est un peu la problématique. Donc là, on est en phase de déploiement. Ça nous prend un peu de temps, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille sur site, qui soit dédié, et qui installe proprement l'alignement et qui colle le QR code. Donc on est en cours, mais nous l'idée c'est j'ai vraiment une grosse demande remontée de chantier où ils me disent tous on veut le QR code pour que ça aille plus vite. Oui, parce que c'est pas évident, nous on l'a testé aussi, c'est pas évident à recaler comme ça. Et là du coup c'est des personnes de chez vous qui le font ou c'est carrément des personnes de Gamma Air qui viennent le faire pour vous? Non, c'est des personnes de chez nous. En fait, on a, on va dire, à des champions où on a à l'IT, au bureau d'études, des personnes qui maîtrisent bien. Mes collaborateurs, ils font pareil. Donc, on essaye d'accompagner et puis de mettre en place. Donc, effectivement, en ce moment, je manque un peu de ressources pour qu'on aille sur site et qu'on colle dans chaque pièce, parce qu'on en a quand même beaucoup. Hein. Et encore une petite question, si je peux me permettre. Quand vous faites des annotations, justement, vous comparez, vous voyez peut-être quelque chose n'a pas été monté exactement à la bonne place, etc. Comment vous faites pour communiquer avec vos sous-traitants? Est-ce que vos sous-traitants, du coup, les prestataires qui installent, etc., est-ce qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'avoir des licences Gamma Air? Comment vous leur envoyez l'info quand vous annotez des choses, vous prenez des photos et tout? Pour l'instant, ça passe principalement par les superviseurs. Donc, c'est eux qui sont directement en lien avec les sous-traitants. Donc, quand il y a un problème, c'est eux qui vont le redescendre. Et on a après derrière toutes les équipes du bureau d'études et de l'ingénierie, on a des process de non-conformité, de déviation, ce qu'on appelle des field change requests, et tout ça c'est codifié dans nos process. D'accord, mais le sous-traitant n'a pas accès directement à Gamma Air avec vous? Non, pour le moment, ils n'ont pas accès. Alors, on est en train de se poser la question si on leur donne accès, parce qu'effectivement, du coup, typiquement l'idée, je parlais du mode projet, donc du coup ce serait accessible à travers n'importe quel iPhone ou téléphone. En revanche, moi j'ai l'aspect contractuel de la maquette, et c'est là où il faut que mon côté je regarde si c'est sans risque que je puisse mettre à disposition la maquette que nous on met dans Gamma Air, puisque c'est pas forcément la même que les sous-traitants ont reçu à un instant T à travers un handover. Donc j'ai ce problème-là à régler avant de pouvoir massivement le livrer. Mais c'est vrai que dans l'idée que tout le monde ait accès à la maquette, pour que eux s'auto-corrigent avant que nous on détecte un problème, évidemment ce serait l'idéal. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, super. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez mesuré le retour sur investissement d'une telle solution? Alors, j'ai pas encore factuellement mesuré parce que on a lancé, je vous dis, l'été dernier la solution et là on commence à massivement la déployer chez nous. Mais alors, j'ai pas fait trop de calculs, mais quand on imagine, là, je faisais déjà le parallèle, juste, je veux dire, un problème chez nous qui est découvert un peu trop tard, ça coûte tout de suite des dizaines de kilos euros. N'importe quel problème. Donc, je découvre en amont un problème, j'ai rentabilisé, je pense, pour 10 ans de licence. Hein. Et plus, j'ai pas compté les minutes qu'on gagne chaque fois qu'on prend une photo avec son téléphone, qu'on se rappelle plus où est-ce qu'on a pris la photo, qu'on rebranche, je vous passe les détails, mais c'est des grappillés, des minutes partout, et je pense que massivement, il y a un bon retour sur investissement. Une autre question? Comme j'ai le micro, je le garde. Une autre question, vous parliez des environnements cloud. Quelles sont les contraintes en termes de sécurisation des données que vous avez chez ITER? Alors, nous, chez ITER, j'ai l'aval de l'IT en termes de cybersécurité pour envoyer sur les clouds parce qu'on a les justifications de sécurité. Et après, alors nous, on est un petit peu différent d'entités équivalentes comme EDF ou d'autres entités un peu sensibles. Alors déjà, on partage l'information. Hein. Je parlais 35 pays. Chaque pays a le droit à la propriété intellectuelle, donc il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Après, nous, on a une limitation au niveau de tout ce qui est tritium. Donc le tritium, on a un process spécifique où on n'identifie pas les composants. Donc c'est le seul truc sensible, et notamment, on a un bâtiment spécifique
où typiquement pour l'instant il est pas équipé, et je pense que on fera peut-être pas de réalité augmentée là-dessus. Voilà, pour être clair. Comme ça, je prends aucun risque. Merci beaucoup. Une autre question ? Oui, s'il vous plaît. Avant de choisir Gamma Air, est-ce que vous aviez étudié plusieurs solutions, plusieurs fournisseurs, et qu'est-ce qui a fait que vous avez retenu Gamma Air plutôt qu'un autre ? Initialement, moi j'avais été un petit peu accompagné avec chez Aegis. On avait pas mal discuté parce que eux, ils sont quand même, ils étudient un peu toutes les solutions digitales et novatrices, et ils nous avaient orienté plutôt sur des solutions tablettes qu'ils avaient à disposition. Nous aussi, on travaille en partenariat avec les CEA, l'IRFM, qui eux ont une salle de réalité virtuelle, pas mal de compétences dans toutes les nouvelles solutions digitales. Et on avait fait des démonstrateurs avec les HoloLens. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en ayant manipulé les HoloLens, c'est un peu compliqué. On ne voyait pas les gens sur chantier utiliser ça, puis je pense un petit peu dangereux aussi. Donc du coup, on avait tout de suite un petit peu écarté pour cette solution-là. Et après, on s'était orienté sur la solution tablette. Et on en avait vu plusieurs. Et c'est vrai que là, on avait avec Gamma Air un rapport, on va dire, qualité-prix qui était assez bon. Et c'est pour ça qu'on était parti sur cette solution. Merci. Autre question sur la partie futur développement. On est sur la thématique du jumeau numérique. En quoi ITER pourrait tendre vers un jumeau numérique qui est beaucoup plus complet pour pouvoir faire peut-être des tests laboratoires directement sur le jumeau numérique ? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus ? Alors nous, en termes de jumeaux numériques, là pour l'instant, on a quelques briques. Donc on a une maquette 3D de référence. Je vous ai montré un petit peu sur la slide où il y avait tous les composants, qui est fédérée sur Katia V5 et Novia, avec Aveva et Navisworks qui tournent autour. Donc c'est la maquette de référence, et puis on a toute notre base de données ingénierie et métier. Derrière, on a aussi une solution de nuage 3D qu'on a chez Cintu, où en fait l'idée c'est de faire cohabiter la maquette de référence, la réalité as-built aussi, et de plus en plus on commence à essayer de lier un peu toutes les bases de données. Donc déjà arriver à récupérer toutes les infos qui sont liées au composant lui-même pour les avoir toutes à disposition. Et donc par rapport à ça, derrière, pouvoir connecter via le tel que construit toutes nos bases de données. Donc ça, c'est le landscape au niveau 3D. Et après, c'est vrai qu'on a d'autres modèles, on va dire, de la machine qui, eux, sont vraiment plutôt les jumeaux numériques pour savoir comment on a le comportement de la machine en elle-même. Donc la machine avec le plasma et tout le retour des diagnostics et des sensors qu'on a. Donc c'est vrai qu'on a plusieurs, on va dire, modèles. Et c'est vrai là pour l'instant, ils sont un peu séparés, mais ce sera peut-être plutôt long terme. On va arriver à fédérer tout ça et à faire vraiment un jumeau numérique. Ouais. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez une dernière question ? Est-ce que, en plus de la réalité augmentée, vous utilisez aussi des scans pour faire des relevés en cas d'issue ? Oui, alors je le mentionnais tout à l'heure, en fait, on fait des scans. Là, on utilise une solution où on a une base de données avec tous les scans, et on confronte les deux entre la maquette 3D et les scans pour justement rendre conforme dans un sens ou dans un autre nos installations. Est-ce qu'on a répondu à la question ? Oui, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Ça a été un réel plaisir et un super projet qui est qu'au début, c'est ce que je comprends. Alors, c'est pas au début, c'est plutôt bonne moitié, je dirais. Une très belle moitié. Non, parce que j'ai pas mentionné, mais effectivement, là, la mise en route, elle est planifiée pour 2035. Donc il reste. C'est très bientôt. Oui, à l'échelle de la fusion nucléaire, oui, c'est bientôt. On souhaite un grand succès pour le projet ITER et qu'il fasse beaucoup plus de projets à l'international, parce que c'est ce qui est prévu. En tout cas, merci beaucoup et hâte de vous revoir peut-être l'année prochaine. Avec plaisir.
Merci à vous. Merci.